Elisabeth Lévy, née le 16 février 1964 à Marseille, est l'une des journalistes, commentatrices et écrivaines françaises les plus en vue. Elle est connue pour son style tranchant et controversé et son opposition à ce qu'elle appelle la pensée dominante. Fille d'un médecin généraliste et d'une pharmacienne, tous deux d'origine juive séfarade d'Algérie et du Maroc, Elisabeth grandit dans une famille de la classe moyenne d'Épinay-sur-Seine, en banlieue nord de Paris. Cadette d'une famille de 3 enfants, elle grandit dans un environnement à la fois strict et propice à l'indépendance d'esprit. Son père, médecin sévère et dévoué, insistait sur l'importance de l'intégrité. Sa mère, femme ouverte d'esprit et légèrement portée vers la gauche politique, insuffla à la famille un équilibre entre raison et émotion. Dès son plus jeune âge, Élisabeth manifesta une curiosité et une passion pour le débat. Elle passait des heures à écouter ses parents et ses frères et sœurs discuter de politique, de religion et de société, développant ainsi un esprit vif et de solides capacités d'argumentation. Après son baccalauréat, elle intègre l'Institut d'études politiques de Paris, où elle obtient en 1985 un diplôme de service public. Malgré ses tentatives infructueuses d'intégrer l'École nationale d'administration, Élisabeth ne laisse jamais cet échec freiner son ambition. Elle trouve sa véritable passion dans le journalisme, où elle peut utiliser sa plume et sa voix pour remettre en question les normes sociales. La carrière d'Élisabeth débute à l'agence France Presse, où elle apprend à écrire vite, avec précision et objectivité. Cependant, sa forte personnalité et son esprit rebelle la conduisent rapidement vers des plateformes où elle peut exprimer plus clairement ses opinions personnelles. Elle travaille pour divers journaux et magazines, du Nouveau Quotidien à Lausanne à Marianne, en passant par le Figaro Magazine et Le Point. En 2007, elle cofonde Causeur, un magazine en ligne puis papier, dont elle est rédactrice en chef. Causeur est rapidement devenu un forum pour les opinions dissidentes, souvent considérées comme réactionnaires par ses adversaires, mais perçue par Élisabeth comme une tentative de briser la domination de la pensée dominante dans les médias français. Élisabeth était plus qu'une simple journaliste. Chroniqueuse, écrivaine et personnalité publique, elle intervient régulièrement à la télévision et à la radio, de l'heure des pros sur CNews à l'esprit de l'escalier sur RCJ, avec le philosophe Alain Finkielkraut. Avec sa voix puissante, son style de débat sans concession et son esprit vif, elle est devenue une figure controversée, appréciée de ses partisans et vivement critiquée par ses adversaires. Bien que célibataire et sans enfant, Élisabeth a toujours gardé sa vie privée secrète, refusant de la partager avec les médias. Cependant, derrière cette image de femme forte se cache une personne au chagrin profond et aux secrets soigneusement cachés qui ont façonné son parcours. La plus grande tristesse d'Élisabeth Lévy ne résidait pas dans un événement isolé, mais dans un profond sentiment de solitude et une incompréhension persistante de sa véritable identité. Journaliste toujours à l'avant-garde de débats houleux, Élisabeth était souvent taxée de réactionnaire, de conservatrice intransigeante, voire d'agitatrice. Ces étiquettes, bien que dues en partie à son franc-parler, lui donnaient un sentiment d'isolement dans le monde qu'elle avait passé sa vie à façonner. Cette incompréhension provenait non seulement de ceux qui n'étaient pas d'accord avec ses opinions, mais aussi parfois de collègues et d'amis qui ne percevaient pas la passion et la compassion qui se cachaient derrière ses propos acerbes. Élisabeth a admis que ce qui la blessait le plus, c'était lorsque ses proches lui tournaient le dos, non pas parce qu'ils étaient en désaccord avec elle, mais parce qu'ils croyaient à l'image déformée que les médias avaient véhiculée d'elle. Dans un rare échange, elle raconte une soirée à Paris, assise seule dans son petit appartement, à lire des articles la critiquant sur les réseaux sociaux. Les mots durs, la traitant d'ennemie du féminisme ou l'accusant de promouvoir des idéologies extrémistes, lui donnaient l'impression de mener un combat sans fin. Elle pleurait, non pas à cause des critiques, mais parce qu'elle avait l'impression que personne ne comprenait vraiment sa motivation. Une foi profonde en la vérité et la liberté d'expression, même lorsque cela signifiait rester seule. Cette tristesse devenait encore plus profonde
lorsqu'elle repensait à son parcours personnel. Célibataire et sans enfant, Élisabeth se demandait souvent si elle n'avait pas trop sacrifié sa carrière. Les longues nuits au bureau de causeur, les heures de débat télévisés et les journées interminables d'écriture lui avaient apporté la célébrité, mais l'avaient aussi privée de la possibilité de fonder une famille, un lieu où elle pouvait trouver du réconfort. Bien qu'elle ait toujours affirmé être heureuse de son choix de vivre indépendamment, elle ressentait au fond d'elle un vide qu'aucune célébrité ni aucun succès ne pouvaient combler. Cette tristesse, soigneusement dissimulée, fut le moteur de sa lutte, transformant sa douleur personnelle en force pour défendre les valeurs auxquelles elle croyait. Le parcours d'Élisabeth Lévy est une histoire de persévérance, de controverse et de lutte acharnée pour la liberté d'expression. Après avoir débuté à l'agence France Presse, elle apprit rapidement à rédiger des articles d'actualité avec rapidité et précision, mais comprit rapidement que ce travail ne suffisait pas à satisfaire ses ambitions. Elle souhaitait plus, un lieu où exprimer ses opinions personnelles et défier les idées reçues. Cela la conduisit au Nouveau Quotidien à Lausanne, où elle travailla de 1994 à 1996, puis comme pigiste pour Jeune Afrique, où elle explora les questions internationales avec un regard percutant. En 1997, Élisabeth cofonda le magazine Marianne avec Philippe Cohen, un tournant majeur dans sa carrière. Elle y eut l'occasion de collaborer avec des journalistes de renom et d'apprendre à forger une voix indépendante dans la presse française. Cependant, son franc-parler et sa personnalité affirmée lui ont valu des conflits avec le fondateur Jean-François Kahn, et elle a été licenciée en 1998. Ce fut l'un des premiers revers de sa carrière, la laissant avec un sentiment de trahison et des doutes sur ses capacités. Il lui arrivait de passer des nuits assise dans son appartement parisien, à écrire dans son journal, se demandant si elle était vraiment faite pour le monde concurrentiel du journalisme. Mais au lieu d'abandonner, elle a transformé cette douleur en motivation et a continué à écrire pour Le Figaro et Le Figaro Magazine, où elle a commencé à se forger une réputation de commentatrice incisive. En 2000, son article dans Le Débat sur le conflit du Kosovo, dans lequel elle critiquait la couverture biaisée du conflit serbe par les médias français, a suscité une vive controverse. Bien que vivement critiqué, l'article a attiré son attention et l'a établie comme une journaliste qui n'a pas peur d'affronter les foules. En 2002, elle publie Les Maîtres censeurs, une critique de la domination de la pensée dominante dans les médias, récompensée par le prix Jean Edern Hallier. Ce livre est non seulement un succès académique, mais aussi un manifeste de sa mission: lutter contre la censure cachée dans la société. En 2007, Élisabeth a cofondé Causeur, une plateforme en ligne, puis un magazine papier où elle pouvait exprimer librement ses opinions et inviter différentes voix. Causeur est rapidement devenu un forum pour les opinions considérées comme marginales, des commentateurs conservateurs aux sceptiques face aux mouvements sociaux modernes. Malgré les critiques de réaction, Élisabeth considère que c'est là sa plus grande réussite, un espace où la vérité peut être débattue sans censure. Pourtant, le chemin n'a pas été facile. De longues nuits de rédaction, des disputes avec des investisseurs et la pression de maintenir un magazine indépendant l'ont souvent fait pleurer dans son bureau, non pas par épuisement, mais parce qu'elle se sentait seule face à un combat. Tout au long de sa carrière, Élisabeth a également été un visage familier de la télévision et de la radio. Elle est apparue dans des émissions telles que On refait le monde sur RTL, L'heure des pros sur CNews et L'esprit de l'escalier sur Radio RCJ. À chacune de ces apparitions, elle déployait une énergie débordante, prête à débattre avec tous, des politiciens aux militants. Mais derrière ces apparences assurées se cachaient des moments de doute, où elle se demandait si elle était sur la bonne voie ou si elle ne faisait qu'aggraver les divisions au sein de la société. Le plus grand succès d'Élisabeth Lévy fut la création et le développement de Causeur, un magazine qui a révolutionné le débat public en France. Lancé en 2007 sous forme de site web,
Causeur est rapidement devenu une plateforme d'opinions divergentes, qu'il s'agisse d'articles politiques, culturels ou de société. Dès 2008, lors de sa sortie en version imprimée et surtout de sa large distribution en kiosque, en 2013, le magazine avait atteint le chiffre impressionnant de 10 000 exemplaires pour son numéro de décembre 2013. Ce fut non seulement un succès commercial, mais aussi une preuve de la vision d'Élisabeth: créer un espace où les opinions marginalisées pouvaient être entendues. Son livre Les Maîtres censeurs, publié en 2002 et récompensé par le prix Jean Edern Hallier, a également connu un grand succès. Cet ouvrage a non seulement consacré Élisabeth comme écrivaine, mais l'a également placée au cœur des débats sur la liberté d'expression. Avec son argumentation percutante sur le contrôle de l'opinion publique par les médias, ce livre est devenu une référence pour ceux qui s'intéressent au rôle du journalisme dans la société moderne. Il lui a également permis d'intervenir à la télévision et à la radio, où elle a continué à diffuser son message. Élisabeth a également connu le succès comme chroniqueuse à la télévision. Ses apparitions régulières dans L'heure des pros de Pascal Praud sur CNews ont fait d'elle l'un des visages les plus reconnaissables du journalisme français. Bien que souvent critiquée pour ses opinions controversées, elle a su attirer un public nombreux et fidèle, qui appréciait son franc-parler et son sens du débat sans concession. Ces débats, parfois tendus, lui ont permis de se forger l'image d'une journaliste qui n'avait pas peur de s'en prendre à tout le monde, des hommes politiques influents aux militants de premier plan. Malgré ses nombreux succès, Élisabeth Lévy a également dû faire face à de nombreux revers et défis. L'un des plus importants fut son licenciement de Marianne en 1998. Ayant cofondé le magazine, elle espérait qu'il deviendrait une plateforme d'opinion indépendante. Cependant, des conflits avec Jean-François Kahn concernant sa méthode de travail et ses positions éditoriales l'ont contrainte à quitter le journal. Ce revers fut non seulement un coup dur pour elle, mais aussi pour elle-même, car elle se sentit trahie par des personnes qu'elle considérait comme ses alliés. Dans les jours qui suivirent, elle s'interrogea souvent sur sa valeur journalistique, mais c'est sa résilience qui la maintint. Un autre défi résidait dans les critiques constantes des médias et du public concernant ses opinions. Son article de 2000 sur le Kosovo dans le débat, s'il a attiré l'attention, lui a également valu de vives critiques. De nombreux journalistes lui ont reproché son manque d'objectivité, tandis que le public lui reprochait de remettre en question la version officielle du conflit. Cette pression l'a parfois laissé isolé, d'autant plus que ceux qui l'avaient autrefois soutenu ont commencé à prendre leur distance par crainte d'être impliqués. Gérer Causeur était également un défi. Malgré son succès, le magazine connaissait souvent des difficultés financières. Élisabeth a travaillé sans relâche pour trouver des investisseurs, négocier avec des partenaires et maintenir la qualité de son contenu. Il lui est arrivé de se sentir épuisée entre la rédaction, l'écriture et les apparitions télévisées. Un jour, après une longue journée de débat sur CNews, elle est retournée au bureau de Causeur et a fondu en larmes après avoir lu un article la qualifiant de traîtresse aux valeurs progressistes. Pourtant, elle trouve toujours un moyen de surmonter ses échecs et de les transformer en motivation pour poursuivre sa mission. Élisabeth Lévy a toujours œuvré pour la défense de la liberté d'expression et la remise en question de ce qu'elle appelle l'orthodoxie. L'une de ses plus grandes réussites a été de faire de Causeur une plateforme de débat ouvert, où toutes les opinions, aussi controversées soient-elles, peuvent s'exprimer. Elle est convaincue qu'une société n'est véritablement libre que lorsque chacun peut s'exprimer sans crainte de censure. Bien que Causeur soit souvent critiqué pour son côté réactionnaire, Élisabeth considère que cela fait partie de sa mission: créer un espace où la vérité peut être débattue sans être déformée par la pression sociale. Elle œuvre également à remodeler le regard du public sur le journalisme. À travers ses écrits, ses livres et ses apparitions à la télévision, Élisabeth a toujours insisté sur le fait que le journalisme ne se limite pas à rapporter l'actualité, mais qu'il s'agit aussi de questionner et de remettre en question les discours établis. Son livre « Les Maîtres censeurs »
a marqué un tournant dans cette démarche, car elle appelle les journalistes à la vérité, même au prix de critiques. Cet ouvrage a inspiré de nombreux jeunes journalistes, qui ont trouvé en Élisabeth un modèle de courage et d'intégrité. Élisabeth a également œuvré pour la défense des valeurs républicaines françaises, de la liberté individuelle à la laïcité. Elle s'est fréquemment exprimée sur des sujets tels que l'immigration, l'islamisme et le féminisme, non pas pour inciter, mais pour défendre ce qu'elle considérait comme les fondements de la société française. Bien que ses opinions lui aient valu des critiques, elle n'a jamais renoncé à se battre pour une France où chacun pourrait débattre sans crainte d'être jugé. Ses réalisations, bien que pas toujours reconnues, témoignent du dévouement d'Élisabeth à ses idéaux. Élisabeth Lévy, qui jouissait d'une image publique affûtée et intransigeante, a su préserver sa vie amoureuse comme une forteresse. Femme indépendante, célibataire et sans enfant, elle a choisi de vivre une vie libre des contraintes familiales traditionnelles, ce qui ne l'a pas empêchée d'éprouver des émotions intenses. La vie amoureuse d'Élisabeth était complexe, entrecoupée de relations profondes mais insatisfaites, de longues périodes de solitude et d'un engagement absolu envers la liberté qu'elle prônait. Bien qu'elle ne partageât jamais publiquement les détails de sa vie privée, ses proches savaient que l'amour, même s'il ne prenait pas la forme du mariage, était une part importante de son identité. Au début de sa carrière, alors qu'elle travaillait à l'agence France Presse, puis au Nouveau Quotidien à Lausanne, Élisabeth a connu plusieurs relations amoureuses, mais aucune n'a duré assez longtemps pour s'inscrire durablement dans sa vie. L'une de ses relations les plus mémorables fut celle avec un journaliste suisse qu'elle a rencontré alors qu'elle travaillait à Lausanne dans les années 1990. Grâce à son intelligence et à sa passion pour la littérature, Élisabeth captivait ses conversations de plusieurs heures sur la philosophie et la politique. Ils se promenaient souvent ensemble au bord du lac Léman, partageant leurs rêves d'un monde où la vérité serait honorée. Cependant, leur relation prit rapidement fin lorsqu'Élisabeth décida de rentrer à Paris pour poursuivre sa carrière chez Marianne. Choisir entre amour et ambition professionnelle fut un choix difficile, la laissant seule de nombreuses nuits dans son petit appartement, se demandant si elle n'avait pas trop sacrifié pour son travail. À l'aube de la quarantaine, Élisabeth ressentit plus intensément la solitude d'une vie sans partenaire. Elle confia un jour à une amie proche que, bien qu'elle se targuât de son indépendance, il lui arrivait parfois d'aspirer à quelqu'un pour partager ses joies et ses peines. Un soir d'hiver à Paris, après une longue journée de débats télévisés, elle rentra dans son appartement du Marais, mit une chanson de Jacques Brel et laissa couler des larmes en repensant aux occasions romantiques manquées. Non pas qu'elle n'ait pas eu son lot de prétendants, avec son intelligence, son esprit et son style, Élisabeth attirait toujours l'attention, mais elle semblait incapable de trouver quelqu'un qui comprenne vraiment le feu qui brûlait en elle. Un feu à la fois féroce et vulnérable. Dans les années qui suivirent, après être devenue rédactrice en chef de Causeur, Élisabeth trouva une autre forme d'amour dans ses profondes amitiés et dans son travail. Elle se forgea un réseau d'amis proches, des journalistes aux philosophes, en passant par les artistes, qui partageaient sa vision de la liberté d'expression et de l'honnêteté. L'un de ses amis les plus proches était Alain Finkielkraut, avec qui elle co-animait L'Esprit de l'escalier sur Radio RCJ. Ses conversations avec Alain, qui duraient souvent tard dans la nuit, n'étaient pas de simples discussions philosophiques ou politiques, mais des moments où elle se sentait comprise. Bien que dépourvue de romantisme, cette relation lui procurait réconfort et un sentiment d'appartenance. Élisabeth subit également la pression sociale de rester célibataire et sans enfant. Dans une société française encore imprégnée de valeurs traditionnelles, on lui demandait souvent pourquoi elle avait choisi de rester célibataire. Ces questions, bien que bien intentionnées, lui donnaient parfois le sentiment d'être jugée. Elle a raconté un jour qu'elle assistait à une fête de famille à Épinay-sur-Seine, lorsqu'un proche lui a demandé si elle regrettait de ne pas avoir eu d'enfant. La question l'a laissée longtemps muette, non pas parce qu'elle n'avait pas de réponse, mais parce qu'elle l'avait profondément touchée. Élisabeth, cependant, a toujours affirmé ne pas regretter son choix.
Elle croyait que l'amour ne s'exprimait pas nécessairement par le mariage ou la famille, mais pouvait se trouver dans son travail, dans les valeurs qu'elle défendait et dans les relations qu'elle chérissait. Le parcours émotionnel d'Élisabeth ne se limitait pas à ses échecs amoureux ou à sa solitude, mais aussi à la façon dont elle a appris à s'aimer elle-même. Elle a appris à accepter que tout le monde n'a pas besoin d'un partenaire pour se sentir épanoui. Les matins de week-end, lorsqu'elle s'asseyait dans son appartement avec une tasse de café et un livre d'Hannah Arendt, ou lorsqu'elle se promenait le long de la Seine, elle trouvait la joie dans sa liberté et son indépendance. Pourtant, elle ne nie pas qu'il y ait eu des moments où elle aspirait à une connexion plus profonde, à quelqu'un qui pourrait se tenir à ses côtés dans les batailles idéologiques qu'elle choisissait de mener. La famille d'Élisabeth Lévy, bien que rarement évoquée dans son récit public, fut une source discrète de force pour traverser les profondes épreuves de sa vie. Son père, médecin généraliste strict mais dévoué, fut pour Élisabeth une source constante d'inspiration par son intégrité et son courage. Il était convaincu que les souffrances de sa fille, de l'isolement professionnel au sentiment d'incompréhension, faisaient partie intégrante du chemin qu'elle avait choisi. Lors des rares occasions où ils se réunissaient, généralement au domicile familial d'Épinay-sur-Seine, il lui rappelait qu'une femme forte comme elle devait accepter que sa vision ne soit pas comprise par tous. Il était fier de la façon dont Élisabeth s'opposait à ce qu'elle considérait comme une injustice, mais craignait aussi qu'elle ne se laisse entraîner dans des combats sans fin. Sa mère, pharmacienne à la personnalité ouverte et émotive, était la personne la plus proche d'Élisabeth dans ses moments de plus grande solitude. Lorsqu'Élisabeth lui confiait ses sentiments face à la pression de l'incompréhension du public, sa mère l'écoutait patiemment, sans jugement. Elle se souvient des moments où Élisabeth rentrait de journées de travail stressantes, s'asseyait à la table de la cuisine et lui racontait les débats télévisés ou les articles la critiquant. Sa mère ne cherchait pas à lui apporter de solutions, mais lui racontait plutôt des histoires sur leurs ancêtres, les Juifs séfarades, qui avaient surmonté de nombreuses difficultés pour construire leur vie en France. Ces récits ont aidé Élisabeth à comprendre que sa tristesse s'inscrivait dans un cheminement plus vaste, celui que sa famille avait toujours parcouru. Ses frères et sœurs, bien que peu présents dans sa vie publique, ont également joué un rôle important pour l'aider à surmonter cette épreuve. Son frère, ingénieur à Lyon, l'appelait souvent pour prendre de ses nouvelles, surtout après ses interventions dans des débats controversés. Il n'était pas toujours d'accord avec les opinions d'Élisabeth, mais il respectait son courage à défendre ses convictions. Sa sœur, enseignante, lui envoyait souvent des lettres manuscrites dans lesquelles elle partageait des anecdotes sur ses élèves, lui rappelant que son travail inspirait les jeunes, même si elle n'en avait pas conscience. La famille d'Élisabeth ne voyait pas sa tristesse comme une faiblesse, mais comme un témoignage de son dévouement à son travail. Ils comprenaient que la solitude et le sentiment d'incompréhension étaient le prix à payer pour défendre ses valeurs. Lors d'une réunion de famille pendant Pâques, alors qu'Élisabeth évoquait la pression liée à la direction de causeur, son père se leva, lui posa la main sur l'épaule et lui dit que la famille serait toujours là pour elle, quoi qu'en pense le monde extérieur. Ces mots d'encouragement, aussi simples soient-ils, devinrent pour Élisabeth une source de force pour poursuivre son chemin, même lorsqu'elle se sentait seule. Tout au long de son illustre carrière, Élisabeth Lévy garda un secret que seuls quelques-uns de ses proches connaissaient. En 1998, après avoir été licenciée de Marianne, elle faillit abandonner définitivement le journalisme. Ce revers fut non seulement un choc professionnel, mais aussi une profonde crise personnelle, la faisant douter de sa valeur et de ses capacités. Lorsque Jean-François Kahn, le fondateur de Marianne, décida de mettre fin à son contrat en raison de désaccords sur le style éditorial, Élisabeth eut l'impression que son monde s'écroulait. Elle avait passé des années à bâtir sa réputation, pour la voir disparaître en un instant. Dans les semaines qui suivirent, Élisabeth écrivit une lettre de démission, adressée non à qui que ce soit, mais à elle-même. Elle y exprimait sa frustration et son épuisement, affirmant qu'elle n'était peut-être pas assez forte pour continuer dans un secteur
où la concurrence et les critiques étaient omniprésentes. La lettre, écrite dans un vieux carnet, était conservée dans une petite boîte dans son appartement parisien. Seule sa mère et une amie proche de l'université furent au courant lorsqu'Élisabeth la révéla par accident lors d'une conversation privée. Elles la convainquirent que cet échec n'était pas la fin, mais une opportunité pour elle de trouver sa propre voie. Ce secret ne témoigne pas seulement d'un moment de faiblesse, mais aussi du combat intérieur d'Élisabeth entre résilience et doute. Elle craignait que, si elle rendait cette vérité publique, cela ne détruise son image de journaliste forte et inflexible. Cependant, c'est précisément garder ce secret qui lui a donné la force de continuer. Chaque fois qu'elle était confrontée à un nouveau défi, elle repensait à cette lettre, comme à un rappel qu'elle avait survécu aux moments les plus sombres. Ce secret, bien que jamais révélé publiquement, est devenu un élément important de son cheminement vers l'âge adulte, façonnant sa façon d'affronter les difficultés futures. Difficultés futures. Difficultés futures. Difficultés